Le XXe siècle a connu de nombreuses sociétés autoritaires et totalitaires. Elles sont tellement nombreuses en réalité qu'on pourrait s'interroger sur l'existence d'un désir de totalitarisme en chacun de nous. Pour répondre à cette question, nous allons commencer par clarifier les concepts de totalitarisme et d'autoritarisme d'un point de vue psychologique, avant de mettre en évidence les ressorts d'une psychose collective débouchant sur un totalitarisme. Commençons donc par clarifier les particularités de deux termes que le français parlé pourrait nous faire croire synonymes, autoritarisme et totalitarisme. Chacun de ces mots évoque répression policière et loi arbitraire, mais il y a des distinctions entre les termes. Dans le cadre d'un autoritarisme, le pouvoir est centralisé par un petit groupe d'individus, mais n'a pas forcément vocation à contrôler les faits et gestes de la population à tout instant. Ainsi, dans le cas de l'autoritarisme, les citoyens subissent des sanctions pour leurs actes, mais ne sont jamais tenus de partager ni les croyances ni les craintes, parfois paranoïaques, de leurs dirigeants. A l'inverse, dans les totalitarismes, les populations sont en symbiose avec leurs dirigeants et partagent complètement son modèle de société et ses inquiétudes. Sous Staline, la peur d'un ennemi intérieur et de traîtres était partagée par toute la société. Chaque soviétique considérait avoir un rôle à jouer dans la recherche de l'ennemi intérieur via la vigilance, la surveillance, voire les dénonciations de suspects. Ce n'est que par le partage de cette croyance commune d'ailleurs que se crée un système de surveillance généralisée. On pourrait à cet égard reprendre un extrait de l'œuvre fictive V pour Vendetta pour illustrer la logique. Et là où vous aviez autrefois la liberté de vous opposer, de penser et de parler comme bon vous semble, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance qui vous obligent à vous conformer et à vous soumettre. Comment cela est-il arrivé? Qui est à blâmer? Eh bien, il y a certainement des personnes plus responsables que d'autres, et elles devront rendre des comptes, mais à vrai dire, si vous cherchez des coupables, vous n'avez qu'à vous regarder dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Comment n'auriez-vous pas eu peur? La guerre, la terreur, la maladie. Il y avait une myriade de raisons qui ont contribué à corrompre votre raison et à vous priver de votre bon sens. Une autre différence entre autoritarisme et totalitarisme provient de l'évolution de la surveillance d'un pays au fur et à mesure que les ennemis intérieurs sont éliminés. Dans le cas d'un autoritarisme, l'élimination des ennemis intérieurs débouche sur un apaisement de la société. En l'absence de contestation visible, un régime autoritaire n'a plus besoin de se livrer à des violences ou à des répressions et donc les règles s'assouplissent. Dans le cas d'un totalitarisme, en revanche, la pression ne baisse aucunement après l'arrestation de ceux qui sont désignés comme des opposants. Au contraire, la définition même de l'ennemi intérieur change progressivement pour garantir l'existence permanente d'un ennemi intérieur puisqu'il est le garant de l'investissement des citoyens dans le projet de société totalitaire. Or, cet investissement est absolument indispensable à une société totalitaire, comme le signale Philippe Gourevitch à propos des événements du Rwanda en 1994. Un ordre totalitaire vigoureux exige que les gens soient investis dans le projet des dirigeants. Ainsi donc, l'objectif d'un système totalitaire n'est pas de proposer un apaisement durable aux conflits internes du pays. Les arrestations de Kulak en URSS n'ont été qu'un prélude pour les grandes purges ultérieures. Car en effet, la logique totalitaire utilise ses ennemis comme un moyen de fédérer et de contrôler. Pour prendre un autre exemple, le régime allemand des années 30 a exploité une période de tension et de troubles présentée comme exceptionnelle pour en faire un système de fonctionnement permanent. C'est ce que nous apprend Timothy Snyder dans ses 20 leçons du XXe siècle. Le moyen de détruire toutes les règles, expliquait-il, était de se concentrer sur l'idée de l'exception. Un leader nazi déjoue ses adversaires en fabriquant une conviction générale que le moment présent est exceptionnel, puis en transformant cet état d'exception en une urgence permanente. Les citoyens échangent alors la vraie liberté contre une fausse sécurité. Une fois que ces rappels ont été faits sur ce qui fait la spécificité des totalitarismes au XXe siècle, nous pouvons nous intéresser à la relation psychologique d'une société aux pulsions totalitaires. Ou, pour le dire plus simplement, nous demander pourquoi, en tant que société, nous pourrions aspirer secrètement à vivre en totalitarisme. Pour répondre à cette question, il faut avoir recours au concept de psychose collective, qui est un prérequis de la mise en place d'un système totalitaire. Le psychologue et chercheur Mathias Démé considère que 4 conditions sont nécessaires à la formation d'une psychose collective dans une société. La première condition est le manque de liens sociaux. On la trouve bien sûr dans des sociétés où les individus sont isolés et les familles affaiblies, mais de manière générale partout où la méfiance d'autrui et l'individualisme sont répandus. La deuxième condition est remplie lorsque la majorité des gens considèrent que leur vie n'a pas de but ou de sens. L'absence de sens peut provenir de l'automatisation du monde du travail ou de la perte de sentiments religieux. Elle peut avoir de nombreuses origines en réalité. La troisième condition est l'existence d'une forme d'anxiété diffuse.
Elle prend la forme d'une angoisse dont on ne peut pas directement attribuer la responsabilité à un objet précis. Ce n'est pas, par exemple, une peur ponctuelle causée par un ouragan annoncé par la météo. C'est une anxiété générale et sans objet. La quatrième condition est un niveau élevé de frustration et d'agressivité sans aucune cause discernable. Les gens se comportent de manière nerveuse et inutilement agressive autour de soi. Cette anxiété diffuse, comme cette agressivité diffuse, ont pour conséquence de saper la capacité des individus à contrôler leur propre vie et à faire des plans pour l'avenir, comme le remarque Masha Gessen dans son étude sur le totalitarisme soviétique. Un état constant de crainte de bas niveau rendait les gens faciles à contrôler, car il leur ôtait le sentiment qu'ils pouvaient contrôler quoi que ce soit eux-mêmes. Ce n'est pas le genre d'anxiété qui pousse les gens à l'action et à l'accomplissement, c'était le genre d'anxiété qui dépassait les capacités humaines. Maintenant que nous avons analysé les conditions de création d'une psychose collective, nous pouvons comprendre en quoi la psychose collective soulage les individus qui y prennent part. Car oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, la psychose offre des solutions aux problèmes psychologiques des individus. On peut au moins lister 4 conséquences favorables de la participation à la psychose collective. Premièrement, l'identification de l'origine de l'anxiété. Il n'y a rien de plus anxiogène pour un individu que de se sentir anxieux sans pouvoir expliquer pourquoi. Le narratif de la psychose collective offre une explication simple et désigne un responsable. Il peut s'agir d'un ennemi intérieur, de traîtres, d'une communauté religieuse comme dans l'Allemagne des années 30, d'une idéologie économique comme dans la Russie des années 30, d'une ethnie comme dans le Cambodge des années 70. La principale vertu de la psychose ici est d'expliquer un état psychologique inconfortable et de proposer une grille de lecture à des gens déboussolés. Deuxièmement, proposer un objectif de vie, donner du sens à une existence. Puisqu'une cause de l'anxiété a été désignée, la lutte contre cette cause peut être érigée en objectif existentiel. Il est d'ailleurs notable que la croyance religieuse protège partiellement de la psychose collective dans les systèmes totalitaires. La haine entre les religieux et les totalitaires est réciproque et l'on constate que nombre d'opposants au totalitarisme du XXe siècle sont des hommes de foi, comme le pasteur Richard Wurmbrandt. Est-ce que je croyais en Dieu? C'était enfin le temps de l'épreuve, j'étais seul, il n'y avait pas de salaire à gagner, pas de flatterie en perspective, Dieu ne m'offrait que la souffrance, allais-je continuer de l'aimer? Troisièmement, offrir une distraction des autres sources d'inquiétude et d'angoisse. Fondamentalement, une psychose collective se rapproche d'une forme d'hypnose collective. Dans certains cas, il est possible d'hypnotiser suffisamment bien un sujet pour que son attention soit trop focalisée pour ressentir la douleur. Cette propriété est parfois utilisée dans un but chirurgical. On peut aller jusqu'à pratiquer des amputations sous hypnose. De la même manière, une psychose collective permet de concentrer l'attention des individus sur un sujet très précis jusqu'à ce qu'ils ignorent complètement tous les autres sujets. Les surveillances et les restrictions de liberté dans les totalitarismes ne posent pas de problème à la majorité des gens puisque leur attention est concentrée sur la lutte contre l'ennemi intérieur désigné. Quatrièmement, enfin, le dernier avantage de la psychose collective, c'est qu'elle est collective et donc qu'elle crée un sentiment d'appartenance fort au groupe. Ce sentiment d'appartenance est parfois renforcé par le port d'un élément vestimentaire commun ou le port d'un uniforme. La symbolique commune peut aussi jouer en faveur d'un sentiment collectif. On peut la retrouver dans des manières de saluer, de manières de s'adresser aux autres citoyens, dans des symboles ou dans des drapeaux. Ainsi, par le partage d'une psychose collective, le totalitarisme offre à des individus qui se sentaient isolés un nouveau sentiment d'unité et de cohésion sociale. Puisque le sentiment de mieux-être des totalitarismes repose sur le phénomène de psychose collective, et comme nous l'avons déjà évoqué, un régime totalitaire veille à maintenir la psychose. Car dès que cette psychose retombe, les individus qui étaient plongés dans un état hypnotique redécouvrent l'anxiété et le sentiment de solitude qui les a conduits au départ à accepter la psychose collective et le totalitarisme. Comme un malade sous hypnose qui se réveillerait en pleine amputation, ils redécouvrent également la souffrance et la perte de ce qui leur appartient. Ce réveil brutal conduit d'ailleurs à des révoltes et à de la violence, ce qui explique qu'en réalité, l'objectif premier des totalitarismes est de maintenir l'hypnose pour ne jamais permettre ce réveil. Hannah Arendt a souligné que les régimes nazis et soviétiques procédaient périodiquement à des purges ou à des répressions, ce qu'elle a appelé un instrument d'instabilité permanente. Un flux constant était nécessaire à la survie du système. Le dirigeant totalitaire doit, à tout prix, empêcher la normalisation d'atteindre le point où un nouveau mode de vie pourrait se développer. Un mode de vie qui pourrait, après un certain temps, perdre ses qualités bâtardes
et prendre sa place parmi les modes de vie très différents et profondément contrastés des nations de la Terre. En effet, écrit-elle, le fait est que Hitler et Staline ont tous deux fait des promesses de stabilité afin de cacher leur intention de créer un état d'instabilité permanente. Ainsi, nous pouvons aller jusqu'à dire que les conditions d'une psychose collective peuvent apporter un apaisement psychologique désirable à court terme à des sociétés dans des périodes d'anxiété et d'incertitude, mais c'est au prix d'un empoisonnement psychologique durable. Car le prix à payer pour cet apaisement psychologique est celui de la vérité, de la santé mentale des individus et finalement de la santé de la société elle-même. L'Homo soviéticus était pris dans une spirale infinie de mensonges. Faire semblant d'être, faire semblant d'avoir, faire semblant de croire et faire semblant de ne pas croire. L'imposture concernait les faits les plus élémentaires et les valeurs les plus fondamentales, et ce qui se trouvait à la fin de cette spirale était un néant. Même comprendre le mot double pensée impliquait l'existence d'une forme de double pensée. Ce système a donc fini par détruire à la fois l'individu et le tissu social.